Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler de quel soutien moral, mental pour les personnes sensibles. Alors, je fais une série de vidéos en ce moment sur les personnes sensibles, c'est ma spécialité, je les accompagne dans les moments de vie, on va dire, sensibles et délicats, par le corps, le cœur, l'esprit. Et la série de vidéos que je vous présente, elle met en avant, on va dire, la haute sensibilité, qui est une forme de rapport à la vie assez particulière. Les personnes hautement sensibles sont très réactives au niveau du système nerveux, c'est-à-dire que la réactivité de leur système nerveux aux choses en intérieur ou aux éléments extérieurs, aux personnes, aux situations, aux événements, va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense que la plupart des autres personnes. Et ce faisant, ces personnes-là vont par nature en fait, parce qu'elles sont câblées comme ça, elles représentent à peu près 20%, 15-20% de la population, pas plus. Ces personnes vont entrer dans plus de dépenses d'énergie, plus de fatigue, plus d'épuisement et un dépassement du système nerveux qui les amène vers de l'usure, vers du stress plus facile et vers éventuellement un crash et un burn-out. Donc la première vidéo avait été sur le thème de l'alimentation pour les personnes sensibles, qui est la plus adaptée à nourrir leur système nerveux. Qu'est-ce qui dans l'alimentation va venir nourrir à la fois les neurones, le câblage de nerfs, les gaines de myéline, la moelle épinière, etc., etc. Si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne cette vidéo. La deuxième vidéo, c'était sur l'activité physique adaptée aux personnes sensibles ou hautement sensibles, c'est-à-dire l'activité physique qui va être respectueuse de leur singularité en fait, de leur système nerveux. Qu'est-ce qui va venir ressourcer pleinement, suffisamment pour compenser la dépense d'énergie de l'activité en soi. Troisième et quatrième vidéo, parce que cette thématique va se décliner en deux temps, on est sur le soutien moral des personnes hautement sensibles, c'est-à-dire que par le biais des techniques que j'utilise, que ce soit la naturopathie, le qigong, la relaxation, on va beaucoup mettre l'accent sur l'accompagnement psycho-émotionnel en fait des personnes. C'est absolument essentiel d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, d'être au-delà de juste délivrer ou recommander des remèdes naturels, d'être vraiment dans cette qualité d'écoute, cette qualité relationnelle qui fait qu'on peut entendre les causes profondes de tel ou tel mal-être qui se traduit au niveau physique, émotionnel ou mental. Et donc, ça permet à la personne, ce soutien moral, mental, émotionnel, permet à la personne de prendre conscience de certains mécanismes qui lui sont propres et avec l'aide du thérapeute, en fait, de pouvoir mettre en place des techniques, des rituels, des remèdes, des recettes également, qui soient véritablement adaptés à soutenir ces passages de vie. Donc là, première vidéo va se focaliser essentiellement sur l'aspect mental, c'est-à-dire les pensées. Et la deuxième vidéo se focalisera essentiellement sur l'aspect émotionnel. Donc là, on parle plus du cœur. Dans les deux cas, les vidéos vont mettre en avant la qualité en fait des personnes sensibles dans le cadre des pensées et des émotions et principalement les écueils, les points de souffrance, les zones d'ombre de souffrance, leurs limitations, les excès par rapport aux pensées et aux émotions. Je vous donnerai des exemples concrets. Et suite à ça, je vous proposerai quelques petits axes de soutien au niveau moral, mental, émotionnel. Et on va aborder ça par rapport à véritablement la personne sensible dans son rapport à elle-même, donc ses propres pensées, les petites pensées qui tournent en boucle, voilà, par rapport à ses questionnements, on va dire, qui lui sont propres, ou ses propres émotions qui émergent par elle-même, ainsi que son rapport aux autres personnes, à l'extérieur, aux situations. Donc ça va être toutes les pensées, les émotions qui sont initiées par un événement extérieur, une rencontre extérieure, une sollicitation extérieure. Alors au niveau mental,
Au niveau mental, on parle véritablement de l'aspect cognitif, l'aspect analytique. On est vraiment dans le cerveau gauche qui mesure, quantifie, analyse, qualifie aussi. Vraiment dans ce cerveau gauche qui traite l'information en fait. On va retrouver des traits qui sont communs à la plupart des personnes sensibles. Sans vouloir faire de généralité, j'utilise le terme sensible au lieu de hautement sensible, mais cliniquement parlant, le terme correct, ce serait hautement sensible. On va retrouver donc des similitudes, des traits communs, même si on ne peut pas mettre les gens dans des boîtes et dire tout le monde est comme ça. Mais pour la plupart, on va dire que les personnes hautement sensibles, elles sont... Premièrement, je vais vous faire le panel complet, après on rentrera dans le détail, en surcharge mentale. Voilà, ça c'est par défaut. Elles souffrent aussi souvent de perfectionnisme à l'excès. Elles ont aussi pas mal de mal à prendre des décisions. Autre point, elles se comparent souvent. Elles se comparent aux autres. 5e point, elles se dévalorisent souvent par rapport à leur qualité et leur valeur réelle. 6e point, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, elles sont très souvent dans la perte de sens par rapport à du plus grand que soi et à des questionnements sur la place qu'elles peuvent tenir ou pas dans ce monde. Donc, si je reviens sur le premier point, le fait que les personnes sensibles soient en surcharge mentale, le sensible, la sensible, par défaut, par définition, par câblage neuronal, par câblage du système nerveux, c'est dans ses gènes, la personne sensible analyse, observe en permanence, que ce soit ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, mais elle est également extrêmement branchée sur l'extérieur. Donc elle observe tout au niveau sensoriel, au niveau information, au niveau relation, au niveau mouvement, la couleur des choses, la forme des choses, le mouvement des choses, l'humeur des gens. Elle capte le dit, le non-dit, la gestuelle, tout, absolument tout, l'invisible, le subtil, le grossier. Et donc, c'est sa particularité, c'est ce qui fait sa richesse. Mais, ce faisant, elle s'épuise. Parce que la personne sensible, c'est quelqu'un qui va avoir, on va dire, un traitement de l'information qui est volumineux. On est sur quelque chose de gros, de non-stop, qui peut être difficile à calibrer. La personne sensible, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions sur la vie en général. Des questions que la plupart des personnes insensibles, et on parle de, alors je vais pas dire insensibles, mais moins sensibles, et on parle là de 85% de la population, ne se posent pas, parce qu'elles sont plus fonceuses, elles vont droit au but, elles se posent moins de questions, elles sont plus dans l'action. Alors que la personne sensible va se poser énormément de questions sur le fonctionnement des choses, mais aussi des questions existentielles sur le pourquoi du comment, des questions sociétales, des questions environnementales, des questions spirituelles parfois, des questions sur les valeurs profondes des choses, le sens des choses. Donc on est dans la profondeur analytique, la profondeur symbolique, et on n'est pas du tout dans la superficialité. Et donc, le traitement d'infos subtiles, grossières, va être monumental. Et donc, comme je vous le disais, à force de carburer, à force de traiter l'info, il y a souvent un épuisement parce que les personnes sensibles sont beaucoup dans... elles se complaisent là-dedans. Elles se complaisent là-dedans parce qu'elles sont curieuses par nature. Et puis en plus, elles donnent beaucoup, elles sont généreuses. Mais elles vont basculer très très rapidement vers une usure, un épuisement. Donc la surcharge mentale, elle est manifeste, elle est là par défaut et c'est la première chose dont qu'on peut reconnaître et donc sur laquelle il va falloir travailler. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ce trop-plein ? Premièrement, comme toujours, c'est prendre conscience. 50% du chemin de fait quand on prend conscience. Conscience de quoi ? Ici, conscience du seuil de tolérance, du seuil de bascule plutôt. C'est-à-dire à partir de combien d'informations quantifiables, à partir de quel moment on est en
décharge de batterie en fait, c'est-à-dire qu'on dépense plus d'énergie qu'on ne récupère. À partir de quel moment ça devient plus un plaisir? À partir de quel moment la fatigue s'installe? À partir de quel moment on bascule, non pas tellement dans les schémas de pensée, mais c'est vraiment la masse d'informations, donc quantitativement parlant, dans quelque chose qui est peu récupérable et on s'écroule. Noter ce seuil, eh bien, la seule façon de noter ce seuil, c'est d'observer son corps, tout simplement, et ses émotions aussi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai la gorge qui se resserre? Est-ce que j'ai les jambes sans repos? Est-ce que j'ai mal autour des yeux? Est-ce que j'ai la mâchoire qui se crispe? Tous les signes de stress, finalement. Est-ce que j'ai le cœur qui s'emballe? Est-ce que je fais ça par plaisir? Posée, souriante, ou est-ce qu'au contraire, c'est un effort, c'est une tension, ça devient manifeste? Est-ce que j'ai la migraine? Est-ce que j'ai des tensions au niveau des trapèzes? Toutes ces choses-là, apprendre à lire son corps, ça va être essentiel pour noter comment ça se manifeste chez vous, dans votre corps, parce que nul n'est égal en la matière, c'est-à-dire qu'on a tous nos petites zones de corps propres aux surtensions. On a tous nos schémas, on va dire, certains sont migraineux, d'autres sont vraiment, c'est au niveau de la mâchoire, d'autres c'est au niveau du plexus qui est noué, etc. Le corps va nous indiquer que ça ne va pas. Une fois qu'on a identifié ce seuil de bascule, en fait, c'est de se dire comment est-ce que je peux alléger en fait, être consciente que dans une journée, on peut dédier du temps au traitement de l'info, mais aussi du temps à juste être dans la détente, l'observation neutre des choses, la contemplation, voilà, sans forcément avoir à analyser derrière, ou juste se détendre et en particulier, donc déjà clarifier, simplifier les données, les stimuli, se dire voilà, un temps d'analyse, un temps de silence, un temps d'analyse, et quand je dis silence, c'est le silence du brouhaha mental, un temps de calme, un temps d'analyse, un temps de calme, et j'alterne comme ça dans la journée. Et surtout, je ressens dans mon corps à quel moment je dois basculer vers ce temps de calme. Et après, au niveau de la simplification des stimuli et des données, on va avoir la sollicitation du corps, c'est-à-dire vraiment rentrer dans son corps pour plus être dans sa tête. Donc les temps de calme, effectivement, on va solliciter le corps un petit peu plus, que ce soit le sport plutôt doux dans ces moments de surtension, bien qu'il y a des gens qui ont besoin de décharger aussi l'énergie montante par du sport un peu plus costaud. Ça peut être un bain chaud, ça peut être une immersion nature, ça peut être une respiration avec... Là, on va vraiment calmer le souffle qui a un pouvoir sur le rythme cardiaque. Là où nous, on n'a pas de pouvoir direct sur le rythme cardiaque, le souffle en a. Donc voilà, il y a plein de techniques de régulation, en fait, de l'emballement du système nerveux qui vont nous permettre, en tout cas, le thérapeute va proposer toutes ces techniques qui passent principalement pour le corps pour éteindre l'esprit. Ensuite, on a des plantes. Alors évidemment, il y a de l'alimentation qui soutient le système nerveux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais faire une petite focale sur quelques plantes. Des plantes qui sont vraiment spécifiques à, on va dire, les pensées non-stop, c'est-à-dire la sursollicitation des pensées du cerveau gauche. On a la scutellaire casquée, qui est une plante américaine, ou la scutellaire américaine. On dit qu'elle est casquée parce elle a des particularités phytochimiques qui permettent de calmer l'emballement du cerveau. On dit qu'on met un casque sur la tête. Donc c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont constamment en mouvement, sur le qui-vive, qui bougent non-stop, autant au niveau du corps que des pensées. Et elle permet de canaliser, poser tranquillement. Ensuite, vous avez la passiflore. La passiflore, dans sa façon, c'est une vigne qui s'accroche en tournant. Elle s'accroche à tout ce à quoi elle peut s'agripper finalement. Et dans la théorie des signatures, on a compris qu'il y avait des composés phytochimiques qui, quand on a des pensées en boucle, qui ressemblent vraiment à la façon dont cette plante fonctionne, des pensées en boucle, la passiflore est une plante dont les propriétés phytochimiques nous permettent de
calmer l'intensité, détendre le système nerveux et apaiser les pensées en boucle avec l'anxiété qui va avec. On a aussi des plantes qui vont plus réveiller, éveiller, donner un peu de perspective quand on est trop dans le petit vélo intérieur. Donc par exemple une plante de chez nous, parce qu'il y en a plein d'autres, c'est le romarin. Le romarin, c'est une super plante qui éveille l'esprit, c'est un antioxydant pour le cerveau. Et ça permet d'avoir d'autres perspectives, d'avoir presque une prise de recul sur ce cercle vicieux de la pensée et du mental. Ensuite, dans les huiles essentielles, on peut inhaler par exemple des huiles essentielles qui réveillent, qui éveillent, comme la menthe poivrée, le citron vert, ce genre de choses qui vont vraiment venir, on va dire, secouer le bulbe olfactif au niveau du cerveau pour dire « Oh, réveille-toi, rends-toi compte un petit peu de ce que tu es en train de faire » au niveau de la surcharge mentale. Ou alors, on peut se tourner vers des huiles essentielles qui détendent, qui calment, qui mettent plutôt dans un état de pré-endormissement, comme la lavande, entre autres. Le deuxième point, ça va être l'excès de perfectionnisme. Alors, ce n'est pas le cas chez toutes les personnes sensibles, mais quand même, une majorité se retrouve dans cette quête du bien faire. Alors, il y a, je dirais, deux mécanismes. Le premier, il est positif. Et c'est lui qu'on veut honorer, qu'on veut mettre en avant et ne pas étouffer. Le premier, c'est la curiosité naturelle de la personne hautement sensible. Cette envie d'aller découvrir, de connaître de nouvelles choses, que ce soit au niveau analytique, au niveau créativité. Cette ouverture au monde. Et donc, c'est vraiment une ouverture à des concepts, à des idées, une effusion, en fait, qui permet aux personnes sensibles d'évaluer. Comme il y a une ouverture de tous les possibles, ça lui permet d'évaluer tous les scénarios possibles pour, par exemple, arriver à un objectif particulier. Donc, en ayant cette ouverture d'esprit sur l'entièreté de l'arbre à probabilité, on va dire, ça permet à la personne sensible, avec sa curiosité naturelle et son côté analytique, de dire bah, tiens, je vais choisir, maintenant que je connais tout, que j'ai une vision panoramique de tout ce qui est devant moi, je vais pouvoir choisir le scénario idéal pour atteindre cet objectif en particulier. Donc ça devient un objectif à atteindre avec une profonde passion, une profonde conviction, une profonde joie. Et en ça, c'est positif, parce qu'on a tous besoin d'être drivés à un moment donné. Et on a besoin d'objectifs dans notre vie. Quand ça se passe bien, c'est facile, c'est simple, c'est fluide. Et dans ces cas-là, on est dans vraiment une dynamique de créativité, quelque chose de très novateur et porteur. Donc on n'a vraiment pas envie d'étouffer ça. Par contre, le pendant inverse, c'est le perfectionnisme par évitement. Je m'explique. Ça, c'est beaucoup plus plombant. C'est-à-dire que le perfectionnisme par évitement, on est vraiment dans le fait que la personne hautement sensible, elle est branchée sur les autres en particulier, l'extérieur. Et elle accorde beaucoup d'importance au regard des autres. Trop. Clairement trop. Mais bon, c'est comme ça qu'elle est câblée. Donc ça sera, on va dire, le cheminement de toute une vie pour essayer de s'en défaire un petit peu, ou du moins prendre du recul. Pourquoi c'est important dans le cadre du perfectionnisme? Parce qu'elle est donc moins à l'aise avec l'échec ou avec, on va dire, l'erreur. Tout simplement parce que l'échec ou l'erreur peut l'exposer à la critique des autres, potentiellement. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Et donc ça pousse à un perfectionnisme excessif. On est dans une forme de contrôle qui est plus de l'ordre de je suis sous tension pour corriger le scénario catastrophe le plus possible, pour m'approcher d'un idéal, pour éviter toute erreur possible, pour éviter la critique ou d'être exposé inutilement. Et il y a une sorte d'obstination qui n'est pas forcément très saine. Là, on n'est plus dans quelque chose de créatif, plus dans quelque chose de porteur, on est vraiment dans quelque chose plutôt d'évitant. Et c'est renforcé par un autre aspect qui est que la personne sensible, elle fait partie d'une minorité dans la population. On est sur 15-20% de la population par rapport aux 80% de personnes, 80-85% de personnes
moins sensible. Et on va dire qu'elle n'est pas représentée, ce n'est pas une majorité de la population. Et donc le système en place, le système dominant, toutes nos infrastructures, tout notre système de valeurs, on va dire sociétal, ne valorise pas forcément les personnes sensibles. On y reviendra un petit peu plus tard. Elle est beaucoup critiquée, la sensibilité, parce qu'on est un peu dans une société patriarcale qui met en avant des valeurs de dureté, de force, etc., etc. Et donc, la personne sensible, elle est facilement dans le doute, dans la dévalorisation, j'y reviens plus tard, et ce doute et cette dévalorisation va nourrir le perfectionnisme comme une sorte de compensation, dire si je ne vaux pas suffisamment, je vais surcompenser en donnant du meilleur de moi-même parce que j'accorde trop d'importance au regard des autres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, alléger en fait ce perfectionnisme à l'excès? La première chose, c'est encore une fois la prise de conscience, c'est de dire quel est l'élan initial derrière ce perfectionnisme? Est-ce que je suis dans quelque chose de positif, de porteur, de créatif, de novateur, auquel cas on garde? Ou est-ce que, et donc ce serait du perfectionnisme à court terme, on va dire, orienté avec un objectif, avec un début, un milieu, une fin, et on sait qu'après ça s'arrête, et qu'on passe à autre chose? Ou est-ce que je suis plutôt dans un perfectionnisme latent, d'évitement? C'est-à-dire quelque chose qui peut tourner en boucle pendant très 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 longtemps et ne pas avoir de fin, parce qu'on est dans la peur, dans une énergie de peur, plus que dans une énergie d'aventurier en fait, voilà, ou de créateur. Donc se poser la question déjà, qu'est-ce qui nourrit mon perfectionnisme? Est-ce que c'est positif, négatif? Au service de quoi est mon perfectionnisme? Est-ce que ça me fait du bien? Parce que si ça ne me fait pas du bien, la prise de conscience, elle va être la suivante. Il va falloir se dire, prendre un pas de recul, s'observer et dire, finalement, ce perfectionnisme, il est comme, on va dire, une sclérose mentale. Il est un peu comme une obsession, comme un enfermement, comme un acharnement. Je m'accroche à quelque chose qui n'est pas très sain et j'y prends moins de plaisir. C'est aussi, la notion de plaisir, elle est importante. Comme si je m'accrochais à un résultat qui est peu porteur au final. L'aboutissement, c'est pas forcément quelque chose de très créatif. Comme si j'étais enfermée dans une boucle cognitive peu fertile. Et le souci, c'est que quand on s'accroche comme ça, on ferme des portes. On ferme des portes à quoi? On ferme des portes, et là c'est important d'en prendre conscience, à la fluidité de la vie, aux opportunités qui pourraient se présenter à nous, autres que dans cette focale mentale qu'on a. On ferme des portes aux possibles qui sont en plus de l'ordre de la palette complète de couleurs que du noir ou du blanc, du binaire. On est dans l'arc-en-ciel. On ferme la porte à l'abondance de la vie, aux choses qui pourraient se présenter à nous spontanément, parce que nous, on s'est mis dans l'hyper-contrôle, en fait. Donc, on est peu surpris par la vie, par la beauté de la vie, et Dieu sait qu'il y en a. Et déjà, se faire ce premier constat de est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Si c'est négatif, noter l'enfermement que ça crée et les opportunités manquées que ça crée. À partir de là, on peut regarder son schéma mental, c'est-à-dire voilà, toutes les pensées fermées, sclérosées de cercles vicieux, on va les déposer par écrit par exemple et on va les transformer en pensées, croyances ouvertes. Je ne veux pas dire négatif, positif, pensée négative, mais on va déjà dire pensée plus ouverte, avoir des alternatives, dézoomer un petit peu et voir les choses qu'on pourrait faire autrement. Pardon. Ce qui est important, c'est de se dire que quand on reformule des pensées en pensées ouvertes, en pensées positives si vous voulez, en pensées riches, fertiles et diversifiées, qui nous donnent plusieurs options et pas qu'une, eh bien, souvent c'est un processus que les coachs utilisent, mais ça reste très mental. On va l'écrire sur du papier, on va se le répéter en boucle, on va faire la méthode Coué. À mon sens, ça ne fonctionne pas si ça passe pas par le corps. C'est-à-dire qu'on peut se répéter ces phrases en boucle intellectuellement, mais il faut l'intégrer dans son corps, physiquement. Comment on l'intègre dans son corps? On passe par des rituels du souffle, tout en se répétant les phrases. On passe par des rituels de gestes, de gestuels. Et c'est en ça que moi j'utilise beaucoup le Qigong et le souffle pour pouvoir
réancrer des pensées. On passe par des sensations d'expansion dans le corps, ce genre de choses. Donc c'est indispensable d'être dans le senti pour que ça marche. On passe aussi par les 5 sens. Et sans quoi ça peut être très vite voué à l'échec. Et du coup, vous démoralisez, vous enlevez la foi que vous pouvez vous en sortir. Dernier petit point, on peut être soulagé par les plantes. Je fais un petit zoom sur une plante qui est particulièrement mise en avant pour les personnes qui sont dans l'hyper-contrôle et dans les tensions musculaires aussi. Les deux vont ensemble, parce qu'on est dans le contrôle du corps, le contrôle de l'esprit. Et pour les personnes qui sont dans l'hyper-perfectionnisme, c'est-à-dire qui ont plein de to-do list, qui ont des petits post-it partout, qui ont tout. Enfin, il y a une espèce de lourdeur mentale et de trop plein en fait. Et cette plante, c'est la verveine officinale. On n'en parle pas trop en phytothérapie. Il y en a une autre qui est la version américaine. La version américaine s'appelle la verveine astée ou la verveine bleue. Et c'est vraiment une plante dont les propriétés phytochimiques, déjà la verveine, on sait que ça détend, mais on n'est pas dans la verveine odorante. La verveine détend, elle va agir sur le système nerveux, mais particulièrement pour les profils vraiment tendus et hyper contrôle et hyper perfectionnistes. Troisième point qui va être très rapide, ça va être la difficulté à prendre des décisions. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui sont hautement sensibles. C'est pas forcément un défaut en soi, c'est une autre façon d'aborder le monde. Or, le système en place, qui est suivi par la majorité des gens, va dire non, il faut savoir prendre des décisions rapides, rationnelles, rapides, immédiates, et si tu le fais pas, t'es un faible. C'est plus subtil que ça, c'est plus riche que ça. Je dirais que pourquoi les personnes sensibles ont du mal à prendre des décisions, souvent c'est parce qu'elles sont trop dans le mental. Elles ont, comme on l'a vu tout à l'heure, une richesse d'informations à traiter. Il y a un trop-plein, il y a un surplus, il y a trop d'infos et c'est éparpillé. Donc là, c'est le signe que le mental a pris le dessus au niveau analytique et il va falloir changer un peu le focus. L'autre raison, c'est, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le doute de soi. Si on doute de soi, on va, puisqu'on est sensible et qu'on ne correspond pas à la majorité de la population et qu'on est dans la dévalorisation de soi, eh bien on va avoir un petit peu plus de mal à s'affirmer. Et s'affirmer, ça passe par la prise de décision. Je tranche, c'est ça ou c'est ça parce que je suis sûre de moi. Or si on est dans le doute, c'est l'inverse d'être sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire très rapidement ? Des petites choses, c'est que on va essayer de ramener la prise de décision au corps. Les personnes hautement sensibles, elles sont très douées pour ça. Elles ont ce don. Elles ont cette qualité de pouvoir, si elles s'écoutent, si elles apprennent à lire leur corps, sentir les signes qui font que quelque chose est bon pour eux, pour elles, ou pas. Ça passe par l'intuition et le senti. Comme on le sait, l'intuition, c'est très lié au corps. On peut prendre des décisions beaucoup plus rapidement quand on se livre à son intuition, son senti, et donc à son corps. Donc, la personne sensible, elle peut être décisionnaire rapide et donc aussi efficace qu'une personne moins sensible. Sauf qu'on ne passe pas par le même biais, on passe par un autre biais qui est le corps. Très rapidement, comment on le sait ? Il y a des petits indices. Quand une décision se présente à nous, on peut se mettre dedans, s'immerger dans la situation, donc fermer les yeux, imaginer qu'on est pleinement dedans, les 5 sens en éveil, et sentir ce que ça fait immédiatement dans son corps. S'il y a une expansion, une ouverture du corps, c'est un oui. S'il y a une fermeture, une contraction du corps, c'est un non. Et ça peut être très immédiat. Très rapide. Donc, technique à vraiment utiliser en priorité pour les personnes sensibles qui ont cet outil très fin et subtil de la lecture du corps, de la lecture émotionnelle aussi, parce qu'on pourrait rajouter le côté émotionnel. Qu'est-ce que ça fait émerger en moi comme émotion ? Agréable, joyeuse ou plutôt plombante. 4e point, la comparaison aux autres. Et la comparaison tout court d'ailleurs.
Par défaut, je vous le disais, le postulat de base, c'est que la personne sensible, elle analyse tout, elle analyse toutes les données et elle les compare. On va déjà parler de la comparaison de données. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de surcharge mentale, quantitativement parlant, mais après il y a la surcharge mentale de comparaison. C'est-à-dire constamment dire, et ça rajoute du poids mental, constamment dire ça c'est mieux que ça c'est moins bien que ça c'est égal à ça, ou alors c'est, vous savez, le signe égal ou supérieur à, inférieur à, ça c'est supérieur à ça, ou c'est inférieur à ça, ou c'est égal à ça. On calibre en permanence, on essaie de mettre sur une échelle de valeur les choses, et donc c'est épuisant, c'est fatigant, puisque c'est non-stop, non-stop, non-stop. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la personne sensible, elle se compare aux autres très 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 facilement. On verra dans la vidéo sur les émotions qu'il y a tout un pan émotionnel à ça. Mais la comparaison aux autres, elle passe par l'évaluation de je suis mieux que, je suis moins bien que, qu'on le veuille ou non, ça se passe comme ça. Ce qui est comparé, ça va être souvent la valeur personnelle, la perception qu'on pense que les autres ont de nous, ou qu'on a de nous-mêmes. Notre personnalité, comment est-ce qu'elle est perçue, accueillie, nos compétences, nos qualités éventuelles, ou nos défauts. Donc ça fait beaucoup, là on est vraiment dans l'identité de la personne. On est sur une évaluation de l'identité profonde de la personne qui a besoin quelque part de l'extérieur pour se valider. Et là où ça devient problématique, on va pousser un petit peu plus loin, c'est que la personne sensible, elle a pris la très mauvaise habitude, par défaut, malheureusement pour elle, de se comparer aux insensibles, ou aux personnes, aux âmes moins sensibles, c'est-à-dire aux 80% de la population. Pourquoi elle le fait? Elle le fait parce que 80% de la population autour de soi. Je veux dire, on est comme un poisson dans un océan entouré de beaucoup de personnes qui n'ont pas cette sensibilité, qui sont fonceuses, qui vont de l'avant. Et comme on baigne dans une majorité, on se dit forcément il n'y a que ça. Tant qu'on n'a en plus pas identifié sa propre sensibilité, qu'on n'a pas compris qu'on était sensible et qu'on n'a pas compris qu'il y avait une petite proportion de la population comme nous, et que du coup c'était super rassurant d'avoir une communauté à laquelle on pouvait appartenir, tant qu'on n'a pas saisi ça, on reste dans la comparaison par rapport aux 80%, 85% de gens qui n'ont rien à voir avec nous. Et en ce sens, ça peut être problématique parce que il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. C'est incomparable, c'est incompatible, c'est incohérent et on est tout simplement différent. On est tout simplement différent. Et accepter cette différence, ça fait partie des premiers pas vers une sorte d'indépendance où on s'affranchit de ce carcan mental en fait. Parce que c'est un carcan mental. Le problème, c'est que comme les 85% de gens moins sensibles font partie de la majorité, on dit que c'est la norme. Et donc du coup, tout ce qu'ils représentent, leur force, leur déterminisme, parfois leur insensibilité, semble être la norme. Et la norme est biaisée, complètement biaisée. Donc le sensible, lui, il se voit, tant qu'il n'a pas réalisé sa singularité, il se voit comme un divergent, comme celui qui est différent, comme celui qui a le problème, parce que c'est lui l'exception, quelque part. Et de là, on enclenche la dévalorisation, le doute, parce que, je vous disais, c'est dévalorisé dans la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on essaie de, encore une fois, prendre conscience, ça commence toujours par la prise de conscience, du temps passé à se comparer. C'est comme tout à l'heure, le seuil d'infos à traiter au-delà duquel on bascule. Là, c'est combien de temps je passe à me comparer aux autres ou à comparer les choses aux autres et être dans une sorte de dissonance où finalement je ne m'honore pas moi-même. J'accorde aux autres plus d'attention et de temps qu'ils ne méritent. J'accorde aux autres du temps où je pourrais dormir, me reposer, me ressourcer, alors que j'aurais pu me l'accorder à moi-même. Et là, on se rend compte que on perd des heures de sommeil à penser à des facteurs extérieurs, alors qu'on aurait pu se privilégier, se choisir en premier. Qu'on perd des heures, des minutes à penser aux autres, alors qu'on aurait pu être dans un processus créatif
pour soi-même, ou pour les autres d'ailleurs, mais qui nous fait plaisir, qui nous nourrit. Ou on aurait pu être dans la contemplation de ses propres qualités, de ses propres valeurs, et donc dans l'amour de soi. Donc ça, c'est la première chose. De combien de temps je passe à dédier aux autres alors que je ne me l'accorde pas à moi. Ça dit beaucoup du don de soi, du sacrifice qu'on fait pour les autres. La deuxième chose, c'est d'arrêter de se comparer aux personnes moins sensibles. Voilà, on prend le cordon, on coupe. On réalise qu'on fait partie d'une minorité de la population, que cette minorité, elle est riche, que ça représente une communauté de gens comme nous, et qui a énormément de qualité et de force dans cette communauté, et de soutien, et que donc on n'a rien à faire. Il n'y a pas de débat en fait, il n'y a aucune utilité à se comparer à des gens qui sont fondamentalement câblés différemment de nous par rapport au système nerveux, système de valeurs, système de pensée, système d'émotions. Pourquoi se comparer à cette population-là ? Le jour où on réalise qu'on peut arrêter de se comparer à ces gens-là, et peut-être à la limite, si on doit se comparer, le faire plutôt avec des personnes sensibles, mais quelle délivrance! Quel soulagement! On a coupé le cordon, on se rend compte qu'on n'a plus cette pression en fait, cette pression de devoir être à la hauteur d'un modèle qui ne nous correspond pas, parce qu'il ne correspond pas à nos valeurs profondes, il ne correspond pas à notre capacité à avoir besoin de récupérer de l'énergie. Les personnes moins sensibles, elles dépensent moins facilement leur énergie, elles la récupèrent plus facilement. Elles ont besoin de moins de sommeil, elles sont beaucoup plus endurantes. Ok, très bien, sur le principe. Mais les personnes sensibles ne peuvent pas être constamment dans la quête de ça, sinon elles vont être toujours en soumission, toujours dans le pas assez. Ou dans le trop-plein émotionnel. Je suis trop si, mais je ne suis pas assez endurante, mais je suis trop émotionnelle en fait. Et donc l'idée là, c'est d'arrêter complètement de se comparer aux autres, et ça soulage énormément parce que du coup, on ne peut se focaliser que sur une petite proportion de la population et se dire, là c'est porteur, parce que je compare des pommes à des pommes, quoi. Je me compare à des gens comme moi qui ont la même sensibilité nerveuse, neurochimique. Et on est déjà à terrain égal. Et puis souvent, ces gens, ils m'inspirent en fait. Ce sont des gens qui ont des valeurs partagées, qui ont les mêmes combats, les mêmes envies, les mêmes objectifs, donc les mêmes centres d'intérêt. Donc ce sont des gens qui m'inspirent et qui me portent, qui me soutiennent. Donc on a tout intérêt à tourner notre regard vers ces personnes-là. Dernier point, au-delà de se comparer tout court, créons du temps pour nous, créons de l'auto-bienveillance. C'est-à-dire, accordons-nous la place d'être juste nous, oser rayonner ses propres qualités, sa propre singularité, c'est oser être soi en fait, tout simplement, et oser vivre et incarner ses valeurs profondes, même si elles sont dissonantes par rapport à une majorité de personnes, parce qu'elles seront soutenues par une minorité de personnes, et c'est ça qui compte. Et ça pose également le questionnement de poser ses limites, apprendre à poser des limites. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en parlerai dans la vidéo sur l'émotion, les émotions, le soutien émotionnel. Poser ses limites, c'est extrêmement difficile pour une personne hautement sensible, mais ça fait partie de son chemin de vie. 5e point, la dévalorisation par rapport à ses qualité propre, l'auto-dévalorisation, si on est vraiment désaxé et pas dans son essence pure d'âme sensible. Là, on touche vraiment l'estime de soi, la valeur de soi, la valeur qu'on s'accorde. On est vraiment dans, au-delà de l'identité, est-ce qu'on s'accorde de la richesse ou du manque? Et ça touche vraiment beaucoup de fausses croyances. On en a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, mais en gros, c'est la fausse croyance que je ne vaux pas grand-chose dans ce monde parce que je suis sensible. Je ne vaux pas grand-chose dans ce monde parce que je suis sensible, parce que le monde, la norme, la majorité,
estiment que la sensibilité, c'est être faible, être fragile, être souvent dans la lenteur, être, on va dire, dans l'émotivité et être assez peu productif. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Alors que la personne qui est moins sensible et fonceuse, elle est forte, elle est robuste, elle est rapide, elle est dans la rationalité, elle est dans la performance et elle est dans l'efficacité. Et tout ça, c'est complètement fabriqué en fait. Les personnes hautement sensibles, elles ont été conditionnées pour penser ça depuis la plus tendre enfance. Et c'est faux, c'est complètement faux. C'est pas noir ou blanc, comme ça. Et du coup, elles doutent de leur qualité. Elles les voient pas en fait. C'est même pas elles doutent, c'est qu'elles sont souvent aveugles à leur propre qualité parce qu'elles les ont mises de côté, les ont balayées sous le tapis. Parce que c'est presque comme si elles s'interdisaient d'exister dans un monde qui va les critiquer, en fait, qui va dire qu'elles sont faibles, fragiles, etc. Donc, elles s'interdisent d'être elles-mêmes et d'exposer au monde leur singularité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces fausses croyances ou pour les déconstruire, en fait? Bon, c'est un long travail qu'il va falloir répéter. La première chose, c'est de prendre conscience, encore une fois la prise de conscience, de ce que c'est que la sensibilité déjà au sens général. La sensibilité, ce n'est pas une faiblesse. La sensibilité, à mon sens, c'est une force, c'est une grande qualité, c'est une grande richesse. C'est une façon d'offrir aux autres, au monde, déjà à soi puis aux autres au monde, une diversité de points de vue, une autre vue sur le monde, parce qu'on a une autre vision des choses, on a plus de profondeur, plus d'analyse, on s'est posé toutes les questions existentielles, on est allé chercher, creuser au fond de l'abîme, au fond de l'abysse, dans tous les recoins, des choses qui pourraient apporter un plus de la valeur ajoutée. On a une profonde richesse et une diversité qui est extraordinaire, avec un sens de la perspicacité qui est quand même au-delà de la plupart des personnes qui ne se posent pas de questions. Et donc, pour moi, la sensibilité, c'est une force. On a énormément de choses à apporter, même au monde. Donc déjà, déconstruire ce gros mot, voilà, c'est cette fausse association entre sensibilité, faiblesse, fragilité, frêle, etc. Et pouvoir, à travers des vision boards, à travers de la pensée positive, à travers des petites phrases qu'on va s'écrire et ressentir dans son corps, que la sensibilité, elle est porteuse et elle est merveilleuse et belle. La deuxième chose, c'est de prendre conscience de sa sensibilité singulière et de faire l'expérience de sa sensibilité singulière, c'est-à-dire vos propres qualités, vos propres défauts, pas défauts, vos propres qualités, vous pouvez regarder les défauts aussi, c'est la part d'ombre et de lumière, justement, ça fait qu'on est complet, mais vos propres qualités, vos propres dons, votre personnalité captivante, votre créativité innovante et enrichissante, votre valeur, être qui vous êtes dans votre unicité. Qu'est-ce qui fait que dans votre essence, vous êtes vous? Comment vous vibrez? Comment vous vous présentez au monde comme un être humain unique dont la valeur vient principalement du fait qu'il est en vie et qu'il est unique et incomparable à même une autre personne sensible, qu'il n'y a que vous qui êtes comme vous, et cette vibration unique et parfaite fait que vous avez de la valeur et que vous brillez de vos plus beaux atours. Et donc, cultivez ça pour soi déjà. Ça s'appelle l'amour de soi, ça s'appelle la valeur de soi, ça s'appelle l'estime de soi. Et à travers, encore une fois, un vision board de la pensée positive, du ressenti dans le corps, faire grandir une petite flamme intérieure dans son corps, cultiver ça en soi d'abord, puis ça rayonnera vers les autres. Sixième et dernier point, particularité dans le traitement des pensées par les personnes hautement sensibles, c'est très très fréquent, quasiment universel, c'est la perte de sens. La perte de sens et de ne pas avoir sa place dans ce monde. C'est quasi universel. La plupart des personnes se sentent
à un moment donné, le moral en berne par rapport à ça. Et dans l'accompagnement qu'on peut offrir en tant que thérapeute, il faut être extrêmement sensible à ça. On peut être face à des personnes qui passent à travers une nuit noire de l'âme, qui passent à travers un à quoi bon, je dépose les armes, je capitule, je mets les deux genoux à terre, je ne sais pas à quoi je sers, et je ne vois pas mon utilité en fait, ni ma place. Et ça rejoint la notion d'espace. Prendre sa place, c'est prendre de l'espace, c'est s'affirmer, c'est l'affirmation de soi par rapport aux autres, c'est l'amour de soi, se faire briller. Donc on rejoint toute la dévalorisation, mais c'est aussi issu de la non-conformité des valeurs qu'on peut avoir avec les valeurs, on va dire, dominantes de ce monde. De ce monde clairement capitaliste, qui est basé sur l'extraction des ressources naturelles, qui est basé sur la performance, qui est basé à outrance, qui est basé sur l'usure, autant de l'homme que des ressources naturelles, qui est basé sur le paternalisme, enfin vous savez tout ça. Et donc, on est vraiment dans une dimension de... moi, je ne me reconnais pas là-dedans, en fait, parce que j'ai plutôt des valeurs de cœur, des valeurs d'amour, des valeurs d'empathie, des valeurs de soutien de la planète, des ressources naturelles. On est vraiment dans le plus grand que soi. Quand on a la perte de sens, ce n'est pas juste pour soi, ce n'est pas juste l'utilité qu'on a dans ce monde, mais c'est... ou dans son environnement immédiat, c'est... quelle est ma place dans le plus grand que soi? Et ça peut être sur Terre, ça peut être aussi dans la spiritualité. Le lien à l'invisible, donc le lien au visible et à l'invisible. Et à mon sens, là, le travail qui doit être fait, ou peut-être l'exploration qui doit être faite, si on prend un mot un peu plus plaisant et plus agréable, on peut explorer le rôle très important des personnes sensibles en tant que population pour ce monde. Il a été étudié cliniquement que des centaines d'espèces, pas juste l'espèce humaine, avaient 15-20% de la population qui était sensible. On parle d'espèces animales autres que nous. Ça va des études sur les mouches, sur les singes, sur les cerfs. Voilà. L'idée, c'est que la personne sensible, elle est comme le cerf qui est aux aguets, et qui regarde son environnement et qui est aux aguets, à l'affût, pour voir à la fois les opportunités, mais à la fois les dangers. Pour capter tout ce qui pourrait être important de capter. Alors que la biche ou le cerf qui est fonceur, fonceuse, lui, il va baisser la tête, foncer droit, aller dans la clairière, pas se préoccuper de trop de ce qu'il y a autour, et se nourrir, manger, faire ce qu'il a à faire pour suivre son objectif. Le rôle des animaux sensibles, des populations sensibles au niveau existentiel, au niveau de l'évolution en fait des espèces, c'est de préserver l'espèce. Il y aurait un rôle dans le sens où en tant que personne sensible, on peut prévenir du danger, mais aussi prévenir des opportunités. Prévenir qui? Les personnes insensibles, les personnes moins sensibles, les personnes qui sont en majorité. Donc voilà, sans rentrer plus dans le détail, c'est une autre façon de voir la place qu'on peut tenir globalement sur Terre. Et ensuite, je dirais que les personnes sensibles, même si elles représentent qu'un pourcentage très faible en fait, de la population, sont vraiment vecteurs de changement dans ce monde. Et là, je parle au niveau environnemental, au niveau sociétal, au niveau des systèmes financiers, économiques, écologiques, voilà, on pourra tout citer, sociétal. Elles ont d'autres perspectives à offrir, qui sont basées sur des qualités de cœur, des qualités d'empathie, des qualités de partage, sur le respect des ressources, sur le respect de l'homme, de l'animal, de la plante, du végétal, du minéral. Et on dit que parfois, dans ce monde en crise, ce monde en feu, qui, on le sait, par les news, va très très mal, on dit que parfois, pour faire basculer un paradigme, il faut juste 10% de la population. Un bon franc 10%. Et là, on sait qu'il y a au moins 15-20% de personnes sensibles, mais qui n'osent pas encore bien se manifester dans ce monde. Donc elles ont tout intérêt à se manifester, s'unir, se mutualiser pour faire pencher la balance, pour œuvrer en faveur de choses plus nobles pour ce monde, pour la planète, pour plus grand que soi.
et pour prôner les qualités de cœur, de respect, de partage qui seront, je pense, la seule façon d'aller vers un avenir serein et durable. Et bien sûr, c'est une façon de trouver sa place. Trouver sa place, ça passe par cette prise de conscience-là. Alors, il y a des personnes qui veulent aussi prendre de l'espace et de la place dans les mondes spirituels, bien sûr, tout à fait, mais ne pas oublier qu'on est aussi des êtres incarnés et que prendre sa place, c'est aussi avoir un rapport au corps et à la terre pour véritablement prendre sa place, prendre de l'espace par rapport aux autres et l'acclamer haut et fort. Donc il y aura plein de techniques par rapport... Parce que sinon on peut rester très perché, très dans l'intangible, dans la nébuleuse et jamais véritablement œuvrer ici dans ce monde. Et si on décroche et on est dans la perte de sens, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez tangibilisé les choses. Donc là, toutes les techniques qui ramènent au corps, au contour du corps, au tangible, au je suis moi, physiquement, je prends ma place, je m'ancre dans la terre et je prends racine. Voilà. Et je me construis à partir de là. Et toutes les pratiques qui vont être en lien avec la terre, qui est aussi l'inverse du ciel, de la spiritualité. La terre, c'est le tangible, c'est la nature, c'est les mains dans la terre. C'est prendre sa place, puisque on sait que la plupart des guerres dans ce monde, elles sont provoquées par des guerres idéologiques d'espace mental, mais aussi ou spirituel, d'espace spirituel, mais aussi des guerres idéologiques d'espace de territoire. Donc le rapport à la terre, il est important, et donc que ça passe par le jardinage, la permaculture, le land art, l'immersion nature, le rapport, tous les rituels en lien avec la terre vont vous amener vers plus de tangible, plus de sensations que vous êtes en chair et en os, ici, présente, et que vous avez votre droit de naissance, c'est que vous avez toute votre place ici-bas, animé par vos valeurs qui ont du sens. Alors voilà pour cette vidéo sur comment soutenir les personnes hautement sensibles dans le cheminement mental qu'elles pourraient avoir. On a parlé de plusieurs choses, en résumé, donc la surcharge mentale, le perfectionnisme à excès, la difficulté dans la prise de décision, la comparaison aux autres, la dévalorisation par rapport à ses qualités et la perte de sens, de ne pas avoir sa place. Et je vous ai livré à chaque fois la dynamique qu'il y avait derrière et puis quelques petites clés, quelques axes de soutien. Dans la prochaine vidéo, on verra l'aspect émotionnel parce qu'il y a énormément de choses à dire de ce point de vue-là, propre et spécifique à la personne hautement sensible. Mais bon, c'est un autre pan de la discussion qui mérite sa vidéo à part entière. Si tout ce que je viens de dire ici vous intéresse et que vous voulez aller un petit peu plus loin, sachez que j'accompagne des personnes qui sont en transition dans des passages de vie délicats et sensibles, quel que soit le passage de vie, que ce soit de la perte de sens, que ce soit trop de tension ou trop de fatigue et d'épuisement. Vraiment, quand le système nerveux est au centre de vos questionnements et de votre problématique, que ce soit l'épuisement ou le trop plus d'énergie du corps, que ce soit l'emballement du cœur avec les émotions ou justement le moral en berne, ou que ce soit au niveau du mental l'emballement des pensées ou une inertie mentale et une perte de sens. Je propose des accompagnements qui passent par le corps, le cœur et l'esprit, les trois ensemble, inspirés toujours de techniques naturelles, non invasives et respectueuses de votre être et de votre santé. Vous pourrez retrouver tout ça sur mon site internet mynaturel.fr et il y a également des vidéos sur ma chaîne YouTube MyNaturel. Vous trouverez des pratiques de Qigong et d'émotion et puis évidemment cette vidéo parmi tant d'autres. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir ces vidéos plus régulièrement. Et je vous dis à très vite.